Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit sur metatv.org, c'est la saison 2. Ce soir, on est avec Adrien Abosi. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Donc, émission exceptionnelle, comme je vous l'avais annoncé. Alors, bonjour bien sûr à tous les métanautes, tout le public qui est là, bien sûr, Eleftheros, Alex B, Cybernétique, Captain Cap, État Citoyen, Seco, Killuminati, Datagram, etc., etc. Salut à tous. Donc, une émission spéciale sur la contre-histoire de Gaulle. C'est-à-dire qu'on a décidé, donc je vous en avais un petit peu mis l'eau à la bouche depuis quelques jours, je vous en parlais, donc un peu j'ai envie de dire, d'attaquer une icône un peu, là, L'icône. On va sur un sol marécageux, enfin en tout cas sur un terrain glissant, puisque De Gaulle, ça reste quand même une icône absolue, j'ai envie de dire, aussi bien pour la résistance que pour les... entre guillemets, là, les gens de bien pensants, bien installés. Tout à fait, et d'ailleurs c'est une contradiction que devraient analyser les gens qui se considèrent comme dissidents, c'est pourquoi le système encense à ce point De Gaulle. Ouais. Pour quelle raison? S'il est une icône du nationalisme, on sait que nous sommes dans un monde où le nationalisme et l'amour de la France est diabolisé. Comment se fait-il que cet individu est sanctifié, dirais-je? Oui, c'est ça, et sanctifié donc par les partis opposés, donc c'est voilà. Vrai, De Gaulle est presque le seul dénominateur commun, le seul point d'appui. C'est le totem incontournable. Ouais, tout à fait. C'est le totem incontournable. D'ailleurs, attendez, j'ai peut-être une petite phrase de l'amiral au fond là-dessus. Le régime est fondé sur une légende qui ne peut être dissipée qu'au risque de tout faire crouler. Et l'on ne peut encore parler du gouvernement français sous l'occupation, sinon pour dire qu'il ne comptait que les traîtres sans s'exposer à tomber sous le coup d'une loi qui interdit l'apologie du crime. Donc, comme nous dit ce cher amiral Offand, nous allons nous attaquer à une légende. Alors, d'ailleurs, pourquoi parler de De Gaulle aujourd'hui? Pourquoi De Gaulle alors? Ce que les personnes qui nous regardent doivent savoir, c'est que nous avons eu, j'ai eu l'idée à la base de cette émission avant l'été. Ouais. On en a parlé avant l'été. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis lors, il y a eu cette fameuse polémique Zemmour-Salamé qui a remis la question Pétain au centre du débat public. Tout à fait. Ce qui est curieux a priori, ce qui est, je dirais, irrationnel. Pourquoi vouloir parler de ça? Pour une raison très simple. Aujourd'hui, alors nous parlons en 2014, il y a une partie de la France qui a envie de mourir. Qui a envie de mourir en tant que France. Pourquoi a-t-elle envie de mourir? Parce qu'elle est structurée par la haine de soi. Pourquoi est-elle structurée par la haine de soi? Il y a deux raisons. La première, c'est parce qu'elle est pétrie par l'idéologie des Lumières, la philosophie des Lumières, et que la philosophie des Lumières aboutit à la haine de soi. Je ne développe pas ce point-là, c'est une parenthèse qui est trop grande. Et la deuxième raison, elle est très simple. Si, comme nous le dit De Gaulle, ou plutôt les gaulo-communistes, devrais-je dire, si, comme nous disent les gaulo-communistes, Pétain est une ordure, la France est une ordure, puisque la France entière s'est ralliée à Pétain. Donc nous sommes un pays d'ordures. Et donc de là naît une haine de soi. Donc il y a une raison structurelle qui est l'adhésion à la philosophie des Lumières, et une raison qu'on va dire plus conjoncturelle, qui est le fait que on est un pays de pourriture, puisqu'on s'est rallié à cette ordure entre guillemets qui est Pétain. Donc je voulais faire cette émission pour remettre les pendules à l'heure, et je vais bien entendu dédier cette émission à quelques personnages, comme le général Végan, comme l'amiral Offand, comme Louis-Dominique Girard, Maître Jacques Izorni et Louis Rougier. Je ne sais pas si les bétanotes voient... J'aime beaucoup ce bouquin, De Gaulle contre De Gaulle, avec le drapeau de la Grande-Bretagne et le drapeau de l'URSS. Bref. Voilà. Louis Rougier. Dans la catégorie envoi de scud, celui-là il fait très très mal. Donc nous allons parler de Gaulle, et faire la contre-histoire de Gaulle, c'est faire aussi la contre-histoire de la résistance, et c'est faire la contre-histoire de Pétain. Sachant que l'une des choses que je vais essayer de démontrer ce soir, si on a le temps, c'est que De Gaulle n'était pas l'âme de la résistance, il n'a initié aucun mouvement de résistance. Si la France a été du côté des vainqueurs à la fin de la guerre, ce n'est absolument pas grâce au général De Gaulle. Et le général De Gaulle a commis un crime contre la France en 1944-1945, qui est, dont on paye aujourd'hui les conséquences encore. Donc, faisons cette contre-histoire de Gaulle. Pierre Desproges avait une boutade en disant au fond De Gaulle, sans Hitler, il ne le serait rien. Ou De Gaulle doit tout à Hitler, quelque chose comme ça.
Ça, c'est du biais. Ce qui n'est pas tout à fait faux, entre guillemets. De Gaulle a émergé grâce à la guerre. Alors donc cette guerre, cette Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que c'est? C'est une guerre qui a pour origine la folie d'un homme, qui est Adolf Hitler, qui était peut-être le plus grand ennemi de la France dans toute son histoire. Hitler donc était nazi. Qu'est-ce que le nazisme? D'où ça vient le nazisme? Ça a des origines lointaines, mais pour ne parler que du XXe siècle. À la base, il y a un homme qui s'appelle monsieur Rudolf von, alors j'ai écrit son nom parce qu'il est compliqué, Sebottendorf, qui est un Allemand né en 1875. Un Allemand très bizarre. Il a vécu en Turquie, il s'est fait naturaliser turc en 1908, il s'est converti à l'islam, et à l'époque, il a essayé de concilier l'islam et la franc-maçonnerie, donc un truc très tordu. Rudolf von Sebottendorf rentre en Allemagne et, en 1918 et il va s'affilier à une société ésotérique qui s'appelle l'Ordre des Germains. Et ce Sebottendorf va créer la branche bavaroise de cet Ordre des Germains, qui s'appelle la Société Thulé. Ah, et qui existe encore. Hein. Ouais. La Thulé-Gesellschaft existe encore, il faut le savoir ça. Et donc, la société Thulé va produire la doctrine du national-socialisme. Donc ça va être un mélange de paganisme, de mythologie germanique, de pan-germanisme, enfin ça va faire quelque chose de très tordu. Et d'ailleurs, une grande partie des cadres du nazisme sont passés par la société Thulé. Là, j'ai pas les noms en tête, mais je crois qu'il y a Rudolf Hess, je crois qu'il y a Julius Streicher aussi, Hitler aussi d'ailleurs peut-être. Mais donc la société Thulé va créer cette idéologie qu'est le national-socialisme. Comment on pourrait la résumer? C'est simple, moi je la résume en faisant une petite formule. C'est la rencontre entre la philosophie des Lumières et le pan-germanisme. La philosophie des Lumières veut créer un homme nouveau par l'abolition du passé. Le national-socialisme veut créer un homme nouveau, un nouvel Adam qui sera l'arien. Et il veut le créer notamment en éradiquant le reliquat de christianisme dans les sociétés européennes. Donc il faut comprendre que pour les nazis, les vrais, la Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre de religion. C'est une guerre de religion. Et on ne peut pas comprendre la haine de Hitler contre le christianisme et contre le judaïsme si, malgré l'incompatibilité théologique entre les deux d'ailleurs, si on ne comprend pas qu'il s'agissait pour Hitler d'une guerre de religion. Donc la Thulé-Gesellschaft a créé cette idéologie nazie. Elle demande à un individu, qui est un de ses membres, qui s'appelle de mémoire Anton Drexler, de créer un parti, et donc il va créer le parti ouvrier allemand. Hitler, à cette époque-là, est militaire. L'armée allemande lui dit en gros de faire l'infiltrer, quoi, si vous voulez. Mais au final, Hitler va intégrer le parti et il va en prendre la tête. Et il va avoir une ascension assez fulgurante, puisque 10 ans après, il sera au pouvoir. Je ne raconte pas tous les détails, l'effondrement du traité de Versailles, ça serait trop long, c'est pas notre sujet. Nous arrivons en 1939, l'Angleterre, pour protéger l'intégrité territoriale de la Pologne, déclare la guerre à l'Allemagne. Et la France suit l'Angleterre et déclare aussi la guerre à l'Allemagne. Alors, nous déclarons la guerre à l'Allemagne, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Hitler a tout fait pour provoquer cette guerre. Il était parfaitement au courant que la France et l'Angleterre s'étaient engagés à maintenir l'intégrité de la Pologne. Donc, il l'a cherché. Hein. Donc voilà, nous avons cette guerre. Pendant les premiers mois de la guerre, en France, nous avons comme président du Conseil M. Daladier, et nous avons en Angleterre M. Chamberlain. Nous sommes dans les premiers mois dans ce qu'on appelle la drôle de guerre. C'est-à-dire que les pays n'osent pas trop, passez-moi l'expression, envoyer la sauce. Je précise qu'au mois de, je crois que c'est au mois d'octobre 1939, le Parti communiste français, qui à l'époque était allié des nazis, au titre du pacte germano-soviétique, a demandé à ce qu'on fasse la paix avec Hitler. Hitler a fait une proposition de paix en octobre 1939, je crois, et ce sont les communistes qui ont demandé à ce qu'on écoute cette proposition d'Hitler. Parce que quand même les cocos qui nous la jouent, premier résistant, je sais pas quoi, parti de 75 000 fusillés, étaient alliés des nazis quand la guerre a éclaté entre la France et l'Allemagne. 42 de toute façon. Et il faut préciser que les communistes sabotaient les armées, les usines d'armement françaises, elles sabotaient le matériel français, ce qui, bon,
Je dis pas que c'est la seule cause de la défaite, on va pas caricaturer, mais en tout cas, ça n'a pas aidé. Hein. Bon, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, nous arrivons au mois de février 1940. À ce moment-là, Daladier est encore président du Conseil et Chamberlain est encore président du Conseil. Néanmoins, à Versailles, deux personnes vont se rencontrer. M. Paul Reynaud et M. Churchill. Ils ne sont pas seuls, ils font venir aussi quelques journalistes. Et ils évoquent ce que devrait être la ligne à suivre pendant la guerre. Et à ce moment-là, un pacte secret va naître entre Churchill et Paul Reynaud. Ce plan Reynaud-Churchill, nous le connaissons grâce à deux ouvrages. Celui-ci, Montoire, Verdun diplomatique de Louis-Dominique Girard. Louis-Dominique Girard, je le lis tout de suite, a été le directeur du cabinet civil de Pétain entre février 1944 et juillet 1944. Et ce livre de Lucien Gallimand, Origine et déviation du gaullisme, De Gaulle, agent de Paul Reynaud. Et je précise que Lucien Gallimand, lui, à l'inverse, était un officier des FFI. Donc nous avons un officier FFI et un membre du cabinet de Pétain. Comment est-on au courant de ce pacte secret entre Paul Reynaud et Churchill? Parce que Lucien Romier, qui était le patron du Figaro dans les années 30, était très proche de Paul Reynaud, et Lucien Romier était à cette réunion de Versailles. Et Lucien Romier, qui a été ministre de Pétain, a évoqué ces entretiens secrets, justement à l'entourage du maréchal Pétain. Et ça, c'est dès 1939. Donc ça, c'est en 40. En février 40. Février 40. Donc la guerre est déclarée. La guerre est déclarée déjà. Ouais. Alors donc, quel est ce plan Churchill-Reynaud? C'est le suivant. Churchill et Reynaud prennent acte du fait que la France ne tiendra pas face à l'Allemagne parce que nous sommes beaucoup trop en retard en termes d'armement. Et je rappelle que l'Allemagne, à cette époque-là, est 2 fois plus peuplée que la France. C'est 80 millions d'un côté, 40 millions de l'autre. Donc on sait qu'on ne tiendra pas contre l'Allemagne. Et on sait que tôt ou tard, la France sera submergée par la division allemande. Donc, les deux chefs d'État, ils ne sont pas encore président, Premier ministre, mais les deux futurs Premiers ministres conviennent que lorsque l'armée française s'effondrera et capitulera, le gouvernement français devra alors s'exiler à Londres, et à Londres attendre que l'Angleterre, surarmée par l'industrie américaine, puisse renvers le continent, sachant que parallèlement, le gouvernement français devra, de son côté, donner l'ordre de l'insurrection nationale, d'une sorte de guérilla généralisée sur tout le pays. Sachant que c'est ce qui se passait déjà avec la Tchécoslovaquie, puisque le gouvernement de Bénès était en Angleterre, le gouvernement polonais, puisque la Pologne était envahie, était en Angleterre, etc. Aussi. Donc voilà, donc il y a ce plan Reynaud-Churchill, ça c'est un des plus grands secrets de la Ve République, ça c'est interdit de le savoir. Il y a un plan secret entre Paul Reynaud et Churchill, qui consiste donc, je disais, à déplacer le gouvernement français en Angleterre une fois que la France serait submergée par l'armée allemande. C'est absolument... On anticipe la défaite dès février. On anticipe la défaite. Mais en fait, si vous voulez, c'est considéré qu'on a deux alliés qui sont l'espace et le temps. Nous avons avec nous nos empires coloniaux. L'Allemagne, elle, n'a que très peu de matières premières, donc elle ne peut pas faire une guerre sur le long terme. Et donc, à terme, on les vaincra, notamment grâce à l'industrie américaine, quand bien même les Américains ne s'engageraient pas eux-mêmes. Parce que l'Angleterre et les États-Unis, comme on le sait, sont très proches. Donc ça, c'est anticipé. Arrive le mois de mars, Daladier tombe. Il chute parce qu'on le trouve trop mou dans la conduite de la guerre. Et qui va le remplacer? Paul Reynaud. Le 28 mars 1940 est fait un traité entre la France et l'Angleterre, en vertu duquel on ne conclura pas d'armistice et de paix définitive, chacun de son côté, si vous voulez. C'est-à-dire que chaque pays s'engage à ne faire une paix que ensemble. Voilà. Donc, cette convention qui est faite trouve ses origines dans les discussions Churchill-Reynaud. Sachant qu'à ce moment-là, Churchill n'est pas encore Premier ministre anglais, il ne le sera qu'en mai 40. La drôle de guerre va arriver à son terme, et les Allemands nous attaquent le 10 mai. Et ils nous attaquent en passant par la Hollande et la Belgique, en violant la neutralité de la Hollande et de la Belgique, qui très vite vont être submergés. Et à ce moment-là, les Allemands vont réussir un tour tactique majeur, c'est ce qu'on appelle la percée de Sedan. C'est-à-dire que les armées françaises qui étaient montées en Belgique
c'est l'ordre un peu stupide des Gamelins qui était monté en Belgique pour aider les troupes belges et hollandaises, vont être prises à revers par les Panzerdivision, et donc en fait, à la fin, on sera en fait écrabouillé, je sais pas si je suis clair. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et en fait, si vous voulez, dès le 15 mai, en vérité, la guerre est virtuellement perdue. Alors, Paul Reynaud panique, et il va appeler au gouvernement 2 hommes. Pardon, j'ai oublié de dire que depuis le 5 mai 1940, Paul Reynaud avait fait venir au gouvernement un certain Charles de Gaulle. Et il faut savoir que Charles de Gaulle et Paul Reynaud sont de proches collaborateurs depuis, je crois, au moins 1935. Et que de Gaulle était l'homme de Paul Reynaud. Et donc de Gaulle était parfaitement au courant du plan Reynaud-Churchill. Comme on va le voir, c'est extrêmement important. Donc, Reynaud panique face à la percée de Sedan, et il rappelle 2 hommes. Il rappelle au gouvernement le maréchal Pétain, pour galvaniser le pays, parce que Pétain est un héros vivant à l'époque. Et il rappelle le général Weygand, qui à l'époque était au Moyen-Orient. Et Weygand va remplacer le général Gamelin. Alors Weygand, pour essayer de sauver la situation, là je tiens à le dire, c'est très important, va essayer de faire une contre-offensive. C'est-à-dire que les armées françaises qui sont au sud des armées qui ont fait la percée de Sedan devraient faire un mouvement en même temps que les armées du Nord, pour reprendre en tenaille les Panzerdivision. Le problème, c'est que pour faire cette manœuvre, il faut que les Anglais qui étaient avec nous en Belgique nous aident dans le mouvement, pour tenter d'enfoncer les divisions allemandes. Mais que va-t-il se passer? Les Anglois... À la retraite de Dunkerque qui se... C'est pas encore la retraite de Dunkerque. Ah, on est même pas... C'est même pas encore la retraite de Dunkerque. Lord Gort se barre. Sans nous prévenir. Sans nous prévenir. Donc vive les alliés anglois, hein, à l'anglaise. Bref. Donc la manœuvre de Weygand ne va pas marcher, et hélas, nous allons subir la plus grave défaite de notre histoire. Et moi-même, je ne m'en suis pas encore remis. quand je lis ça, c'est toujours le cœur serré, le cœur et le poing serré, et même les dents serrées, et avec la haine, quoi, tout simplement, contre tous ces politiciens français qui nous ont emmenés là, quoi. Parce que bon, quand Hitler a envahi la Rhénanie en 1936, on aurait pu lui mettre la pâtée. Et ce cher, qui c'était je crois que c'est Albert Sarraut, le président du Conseil de l'époque, a eu cette phrase: on va quand même pas faire la guerre à 3 mois des élections. Oui, on va quand même pas sauver la France, ça serait trop bête. Bref. Donc, la bataille continentale à ce moment-là est perdue, et De Gaulle l'écrit lui-même dans ses mémoires. Mettons-nous maintenant dans la tête de Paul Reynaud. Paul Reynaud veut être le Clémenceau de la Seconde Guerre mondiale. Il ne veut pas capituler, il ne veut pas faire l'armistice, il ne veut pas se reconnaître perdant. Et rappelez-vous, Paul Reynaud a ce plan de partir en Angleterre une fois que la France serait submergée. C'est une chose d'avoir ce plan en tête, c'est autre chose de l'appliquer une fois qu'on a la tête dans le désastre, quoi. Bon. Que va-t-il se passer? Le 12 juin, le général Weygand, au Conseil des ministres, va dire: là on arrête, il faut demander l'armistice, c'est la débâcle totale, on se fait massacrer, nos hommes se font tuer pour rien, etc. Le 13 juin, Pétain au Conseil des ministres se rallie à cette idée de demander l'armistice. Reynaud, lui, ne le veut pas, et la majorité du Conseil des ministres, à ce moment-là, ne le veut pas non plus. Le président de la République de l'époque ne le veut pas non plus, c'est M. Lebrun, le président, Albert Lebrun. Le président du Sénat, M. Jean Monnet, ne le veut pas non plus. Le président de la Chambre des députés ne le veut pas non plus, M. Herriot. Seulement, force est de constater qu'on n'arrête pas de reculer, le gouvernement est à Bordeaux, nos armées se font massacrer. Il faut faire quelque chose. Donc, il y a quand même une partie du Conseil des ministres qui dit: là, il y a quand même un problème. Alors, les ministres et Paul Reynaud veulent, dans un premier temps, partir en Afrique du Nord, à Alger. On va transférer le gouvernement à Alger. Pétain et Weygand sont contre, puisqu'on n'entraîne pas la patrie à la semelle de ses souliers, n'est-ce pas? Et que pour défendre les Français, c'est sur place qu'il faut le faire et non pas à l'étranger. Donc à ce moment-là, un membre du gouvernement, ancien président du Conseil du Front Populaire, M. Camille Chautemps, va avoir l'idée suivante. Parce qu'en fait, l'idée c'est que si nous partons en Afrique du Nord, nous allons passer pour des déserteurs auprès du peuple français. Et le peuple français n'acceptera jamais. Donc il faut trouver un motif qui justifie ce départ en Afrique du Nord.
Donc Camille Chotan, on va faire ce que les historiens appellent la transaction Chotan. Qu'est-ce que c'est que la transaction Chotan? C'est que nous allons demander aux Allemands quelles sont leurs conditions d'armistice, nous préjugeons que ces conditions sont déshonorantes, et donc nous aurons un motif pour ne pas accepter cet armistice, et pour nous replier en Afrique du Nord. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on a en tête? On a en tête la question de la flotte française, qui est la deuxième flotte du monde. Et en fait, ce qui va se jouer dans l'armistice, c'est la question de la flotte. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une armistice honorable, ça serait une armistice dans laquelle les Allemands ne nous la demanderaient pas, et une armistice déshonorante, ça serait une armistice dans laquelle les Allemands nous la donneraient, et dans laquelle les Allemands nous demanderaient aussi de s'introduire dans notre empire colonial. Donc là, Paul Reynaud, il faut bien le comprendre, Paul Reynaud va faire un calcul qui nous est très bien décrit par monsieur Dominique Lecat, la rupture de 1940. Je précise que Dominique Lecat était un proche collaborateur de Paul Reynaud. Il a vécu au quotidien avec Paul Reynaud à partir de 1938. Monsieur Dominique Lecat va nous raconter donc le calcul qu'a fait Paul Reynaud. Le calcul est le suivant. Le pays ne comprendra pas que nous partions en Afrique du Nord. Donc il faut le justifier. Mais moi, Paul Reynaud, je ne veux pas faire cette demande d'armistice. Et je ne veux pas incarner officiellement la rupture franco-anglaise. Donc je vais refiler la patate chaude à quelqu'un qui va demander l'armistice à ma place. Comment ça, je me regarde? Ouais. Et donc Paul Reynaud va démissionner à ce moment-là, parce que, petite parenthèse, légalement, il avait tous les moyens qu'il voulait pour aller en Afrique du Nord, s'il le voulait. Donc Paul Reynaud va demander à Albert Lebrun de nommer Pétain président du Conseil, et on va demander à Pétain donc de demander l'armistice. Hitler exigera la flotte, et exigera peut-être des concessions dans notre empire colonial. Donc ça sera une paix déshonorante que Pétain ne voudra pas faire. Et donc Pétain, à ce moment-là, sera obligé de demander aux armées de capituler. Je précise que la capitulation, c'est un acte qui vient des armées et pas du gouvernement. C'est les chefs militaires qui disent « on se rend », ce qui est sanctionné par le code militaire, je précise. D'accord. Et donc, Pétain demandera cette paix, cet armistice, pardon. Les conditions seront déshonorantes. Les Allemands voudront notre flotte. Et donc Pétain se rendra à l'évidence qu'il ne peut pas conclure l'armistice. Et moi, il rendra sa démission. Et moi, Paul Reynaud, je serai réinvesti par le président Albert Lebrun. Et nous pourrons partir en Afrique du Nord, voire en Angleterre. Est-ce que je suis clair? Ouais, ouais. C'est pas si simple à expliquer. Monsieur Dominique Lecat nous l'explique bien dans ce livre, La rupture de 1940. Donc, il fait ce calcul. Donc, Pétain est investi président du Conseil. Ouais. Pétain fait la demande d'armistice aux Allemands le 17 juin. Enfin, il le fait le 16 à minuit. Pendant 2 jours, on n'a pas de réponse. Je précise qu'on continue à se battre. On a continué à se battre jusqu'au 23 juin. Donc quand Pétain demande l'armistice, on continue à se battre. Le 18 juin, on n'a pas de réponse. Le 18 juin, De Gaulle part. À ce moment-là, on ne sait pas ce qui se passe encore. Hein. Je vais vous expliquer après pourquoi il partira. Donc, le 10 juin, pas de réponse. Le 19, on a une réponse des Allemands. Les deux parties négocient. Du côté français, c'est Charles Singer, le général Charles Singer qui va négocier. Et finalement, on arrive à un texte d'armistice le 23 juin. Mais petit problème, ce texte n'exige pas la livraison de la flotte. Et ce texte ne touche pas à l'intégrité territoriale de la France, de son empire. Et là, Reynaud, hélas, Pétain va rester au pouvoir, et Reynaud, il est dans le baba, passez-moi l'expression. Revenons à De Gaulle. Pourquoi De Gaulle part le 18 juin? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le 16 juin 1940, De Gaulle fait une proposition, ou plutôt transmet au Conseil des ministres une proposition d'union franco-anglaise, dans laquelle la France et l'Angleterre fusionneraient véritablement et ne feraient plus qu'un seul pays. Bon, quand on est un patriote français, ça c'est interdit, quoi. Je veux dire, la fusion avec l'Angleterre, c'est plutôt l'enfer, quoi. Hein. Bon. Mais De Gaulle transmet cette proposition,
qui d'ailleurs lui a été soufflé par Jean Monnet. Jean Monnet, d'accord. Jean Monnet. Le Conseil des ministres reçoit cette proposition, et le Conseil des ministres, qui à la base était plutôt pour le fait de partir, si vous voulez, en Afrique du Nord, quand il entend ça, il est refroidi, et c'est à ce moment-là qu'il se prononce, rappelez-vous, pour la transaction Chotan. Donc De Gaulle, donc, le 16, fait cette proposition. De Gaulle revient en France. Il y revient vers 22h. À 22h, il rencontre Reynaud. Et il se rend compte que Reynaud a démissionné. Zut, il était son ministre. Petit problème. Donc là, De Gaulle, à ce moment-là, est à Bordeaux. Qu'est-ce que De Gaulle et Reynaud se disent? On ne le sait pas. À ce moment-là, on ne le sait pas. Mais, beaucoup plus important, De Gaulle, à la préfecture de Bordeaux, enfin, ou je ne sais plus à quel bâtiment de Bordeaux, rencontre un homme capital, un Anglais, le général Spears, à 23h30. Et Spears va mettre le grappin sur De Gaulle et va le convaincre de partir en Angleterre. Pourquoi Spears met le grappin sur De Gaulle à ce moment-là? Pour deux raisons. Un, il est en colère contre Reynaud, qui a joué un calcul très risqué en démissionnant et en laissant Pétain prendre le pouvoir. Donc il est en colère contre Reynaud. Ensuite, il a besoin d'un Français pour faire de la propagande anti-allemande en langue française, parce qu'il sait que comme les armées allemandes nous ont envahis, il va y avoir de la propagande anti-anglaise en langue française. Donc il veut quelqu'un pour contrer ça. D'autant que, je cite Spears, nous allons être obligés de bombarder des villes françaises et il faudra bien le justifier. Ok. Et, c'est encore plus important, il a besoin que De Gaulle aille en Angleterre. Pourquoi? Il a besoin que De Gaulle aille en Angleterre parce que De Gaulle sera un échelon précurseur d'un gouvernement d'émigration Reynaud. Et quand De Gaulle part en Angleterre le lendemain matin, le 17, il y va en pensant que Reynaud reprendra le pouvoir et le rejoindra. Et qui donne 100 000 francs le matin à De Gaulle quand il part? Prendre l'avion avec le général Spears. Qui donne 100 000 francs à De Gaulle? Monsieur Dominique Léca, le proche collaborateur de Paul Reynaud. Donc De Gaulle, quand il part, et quand il fait son appel du 18 juin, De Gaulle, à ce moment-là, est encore l'agent de Paul Reynaud. Et De Gaulle attend que Reynaud et son futur gouvernement le rejoignent en Angleterre. Et nous arrivons au fameux appel du 18 juin. Que nous dit De Gaulle dans l'appel du 18 juin? Qu'est-ce qu'il nous dit? Petit quiz. Alors, petit quiz. Là, c'est parti. Toutes les forces à nous rejoindre. Toutes les forces à nous rejoindre? Ouais, c'est ça, toutes les forces à nous rejoindre. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. C'est parti. J'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y retrouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y retrouver à se mettre en rapport avec moi. Il appelle simplement les gens qui sont en Angleterre à le rejoindre. C'est tout. Donc c'est pas un appel à la résistance française. Alors si, attends, après il dit quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Mais attention, elle est où la résistance à ce moment-là? Elle est sur les fronts. Elle est sur le front, pendant la bataille de France. À ce moment-là, les armées continuent à se battre. Donc quand on dit que De Gaulle a demandé à la France de continuer de se battre, mais attendez, elle se bat la France là les mecs, hein, réveillez-vous. Hein. À ce moment-là, elle se bat. Et là, De Gaulle attend Reynaud à ce moment-là. Attend le gouvernement d'émigration Reynaud. Ça, c'est absolument capital. Je précise que De Gaulle, dans ses mémoires, nous dit « Je suis parti le 17 juin parce que j'ai répondu à un appel du Fond des Âges. » Pipeau total. Tu es parti parce que Spears t'a dit « Rappelle-toi du plan Reynaud-Churchill. Les mecs vont arriver après toi en Angleterre. Toi, tu es le premier. Tu es l'avant-garde de ce gouvernement d'émigration. Viens avec nous. » Et je précise, petit scoop, qui nous est révélé par Henri de Kérélis dans son livre « De Gaulle dictateur ». Je précise qu'Henri de Kérélis était un des Français les plus anti-nazis dans les années 30 et qu'il est parti aux États-Unis quand les Allemands sont arrivés parce qu'il s'est dit « ça va chauffer pour moi ». Henri de Kérélis s'est brouillé avec De Gaulle à partir de 1943, nous verrons pourquoi. Et il avait sous la main un rapport fait par Churchill à l'été 1943, parce que Churchill, à un moment, on avait tellement marre de Gaulle qu'il a pensé le dégager. Ce qu'il faut savoir, c'est que De Gaulle a accepté de suivre Spears, après que Spears se soit engagé à lui donner un salaire de général britannique, et, ça c'est encore plus fort,
après qu'il se soit engagé à ce qu'en cas de victoire allemande, on lui donne la nationalité britannique. Ah, carrément. C'est l'amour de la France, ça? Attends, De Gaulle, tu veux dire qu'il s'était engagé que en cas de victoire de l'Allemagne, il serait devenu citoyen britannique? Il serait engagé, oui. Il a demandé ça à Spears, et je précise que De Gaulle et Churchill vont faire un premier accord, je crois qu'il date du 7 août 1940, et la dernière clause de cet accord nous dit que les Français qui s'engageraient donc dans la France libre auraient des facilités aussi pour avoir la nationalité britannique si jamais ils avaient des problèmes à la fin de la guerre. Ça sent pas trop l'amour de la France enraciné tout ça quand même. Hein. Ça sent pas bon. Donc, ça écorne le mythe, là, déjà encore. Donc, vous disais-je, à ce moment-là, De Gaulle attend le retour de Paul Reynaud. Quand va-t-il s'affranchir de Paul Reynaud? Il va s'en affranchir... entre le 22 juin et le 23 juin. Pourquoi? Parce que Paul Reynaud va abandonner son projet de partir. Pourquoi Paul Reynaud l'abandonne? Nous l'avons dit. Parce que, finalement, l'armistice n'est pas cette armistice déshonorante. Il n'a plus la possibilité, donc voilà, de redevenir président du Conseil, et voilà. Et c'est encore plus important, c'est que Reynaud aurait pu faire un gouvernement, entre guillemets, un peu officieux, mais qui se serait fait légitimer plus tard. Mais le problème, c'est que Paul Reynaud avait envoyé 2 de ses agents, Dominique Léca et l'autre s'appelle, je crois, Gilbert Deveau. Il les avait envoyés, il leur avait demandé de quitter la France. Parce que Reynaud s'était fait nommer par Pétain ambassadeur aux États-Unis. C'était un moyen pour lui de partir de France tranquillement. Le problème, c'est que ces 2 messieurs, Dominique Léca, le fameux Dominique Léca, d'origine corse, et Gilbert Deveau, vont se faire attraper par la police espagnole. Et ils sont partis avec la valise diplomatique dans laquelle il y avait une partie des fonds secrets, qui étaient destinés à la propagande de Reynaud aux États-Unis ou en Angleterre. Donc quand, ça c'est monsieur Lucien Gallimand, qui nous l'apprend à origine des leçons de gaullisme, quand Reynaud apprend que ces 2 attachés se sont fait attraper par les Espagnols, quand il voit que l'armistice n'est pas ce qu'il croyait, et que, surtout je pense qu'au final il a compris que son projet était délirant, il abandonne, et Reynaud envoie un télégramme à Churchill, dans lequel il lui dit, en gros, de reporter sa confiance sur le maréchal Pétain, et d'éviter des brouilles entre la France et l'Angleterre qui arrangeraient l'Allemagne. Je précise aussi, j'ai oublié de vous le dire, que dès le lendemain où Pétain a été investi président du Conseil, on a annoncé dans les journaux, un gouvernement, dans les médias anglais, on a annoncé que Paul Reynaud allait arriver à Londres. Dès le lendemain, on a une lettre de Reynaud où il dit « Monsieur le maréchal, vous m'avez obligé, dès le lendemain de votre action au pouvoir, à faire une lettre de démenti, comme quoi j'allais partir en Angleterre, etc. » Et jusqu'au 25 juin, la radio anglaise a annoncé l'arrivée de Paul Reynaud. Et je précise, autre source intéressante, monsieur, le vice-amiral Muselier, De Gaulle contre le gaullisme. Je précise que le vice-amiral Muselier est une des premières personnalités à avoir rejoint De Gaulle. Il était à Gibraltar le 28 juin et il a rejoint De Gaulle et c'est lui qui a organisé la marine de la France libre. Mais il a fini par rompre avec De Gaulle. Parce qu'il s'est aperçu que ce qui intéressait De Gaulle, c'était pas la lutte contre les nazis, ce qui l'intéressait, c'était la prise du pouvoir après la guerre. Que nous dit l'amiral Muselier? Quand il est à Gibraltar, est-ce que je retrouve ça? Enfin bref, il nous raconte qu'il part de Gibraltar et que il s'attend à retrouver De Gaulle et Reynaud. Pourquoi Reynaud? C'est De Gaulle qui a fait l'appel du 18 juin. Pourquoi le vice-amiral Muselier s'attendait-il à retrouver Reynaud? Parce qu'on avait annoncé que Reynaud était parti, et parce qu'à l'époque, qui disait De Gaulle disait Reynaud. Donc De Gaulle n'est pas parti parce qu'il a été sous l'effet d'une inspiration quasi mystique à la Jeanne d'Arc qui entend des voix. Non, il est parti parce qu'il était l'agent de Paul Reynaud, et au final, c'est la défection de Paul Reynaud qui a permis à De Gaulle de prendre son envol. Alors donc, le 23, l'armistice avec les Allemands est conclu, et le 25, l'armistice avec les Italiens est conclu. À ce moment-là, les combats s'arrêtent définitivement. Restons un court instant sur le 18 juin, et là je demande aux personnes qui nous écoutent de bien enregistrer ce que je vais dire. Que s'est-il passé le 18 juin, cette fameuse date du 18 juin qu'on ressort tout le temps? Que s'est-il passé au Conseil des ministres français, du gouvernement français? Que s'est-il passé? Il s'est passé un événement qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Je tiens à préciser une chose pour bien comprendre ce que je vais dire, c'est que les premières bombes atomiques ont été réalisées à partir d'un matériel qui s'appelle l'eau lourde. L'eau lourde.
les réserves de Lourdes étaient en Norvège. Et vous savez, il y a eu des premiers combats en Norvège, puisque les Allemands ont envahi la Norvège, je crois que c'est en avril 40. Et les Français avaient envoyé une expédition qui, à l'époque, ont pris les réserves de Lourdes. Donc, quand les armées allemandes arrivent en France, enfin nous envahissent en mai et juin, les réserves de Lourdes sont en France. Que sont devenues ces réserves de Lourdes? Eh bien, nous allons le savoir. Je vais vous citer un extrait d'un livre de Louis-Dominique Girard. Louis-Dominique Girard, c'était l'ancien chef de cabinet civil de Pétain. Alors, c'est pas ce livre, c'est un livre qui s'appelle La guerre franco-française. Et Louis-Dominique Girard nous révèle ceci. Je demande aux gens de bien nous écouter. Pendant la tragique semaine vécue à Bordeaux, il faut enfin le révéler, le gouvernement du maréchal avait fait transférer en Angleterre, d'où elle devait rejoindre les États-Unis, la précieuse provision française de Lourdes, grâce à laquelle les alliés de la France gagneraient la guerre 5 ans plus tard. L'épopée de Lourdes, reconstituée au cinéma, a été présentée aux Français en 1948. On leur a montré comment la France s'était procuré le Lourdes en Norvège. On leur a montré des savants travaillant dans les laboratoires du Collège de France. On leur a montré le Lourdes prenant le chemin de l'Exode et trouvant asile dans la prison de Rion. On leur a dit que le Lourdes avait passé l'océan et permis la victoire finale. Mais on n'a pas osé leur dire que le Conseil des ministres en avait délibéré le 18 juin en présence du maréchal et du général Végan. On leur a tu que c'est M. Jean Bichelonne, fonctionnaire et futur ministre du maréchal, qui avait signé l'ordre de mission des savants chargés de transférer le Lourdes hors de France. Personne n'a encore eu l'élémentaire dignité de dire que c'est à cause de cela que Bichelonne fut arrêté par la Wehrmacht à l'été 40, et que ce sont Pétain et Laval qui réussirent par des arguments de droit à l'extraire des geôles allemandes, où il devait retomber et succomber en 1944. Qui trompe-t-on? Pourquoi trompe-t-on? La vérité fit-elle si peur? La connaissant, les Français seront obligés de réviser leur jugement sur une période douloureuse et grandiose de leur histoire. C'est ce que certains ont encore intérêt à empêcher. Donc là, j'espère que les gens ont enregistré ce que je viens de dire. Si les Allemands n'ont pas eu la bombe atomique, c'est grâce à Pétain. Parce qu'il a envoyé l'eau lourde qui permettait de faire cette bombe atomique, il a envoyé cette eau lourde en Angleterre, puis aux États-Unis. Ouais. C'est quand même absolument capital. Quand on fête le 18 juin, on pourrait le rappeler quand même. C'est la moindre des choses. Bien évidemment, ce n'est pas fait. Et on préfère rappeler le faux appel du 18 juin du général de Gaulle. Puisque ce n'est que dans son texte du 22 juin que le général de Gaulle va appeler à la constitution d'une force française. Sachant que dans cet appel du 22 juin, de Gaulle va mentir. Il va mentir ouvertement. Il nous dit ceci. Il résulte, en parlant de l'armistice, il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que les territoires français seraient totalement occupés, que le gouvernement français tomberait sur les dépendances de l'Allemagne et de l'Italie. Les armes françaises ne sont pas livrées. La flotte, rappelons-nous, n'est pas touchée. Ouais. Les Allemands avaient demandé notre aviation, mais nous avons obtenu à ce que l'aviation ne soit pas donnée aux Allemands et qu'elle soit simplement démembrée et mise dans des entrepôts. Ouais, c'est ça, ouais. Donc de Gaulle ment ouvertement. Et il le sait très bien, hein, il sait qu'il raconte n'importe quoi. Je vais revenir là-dessus. Donc cet armistice est fait. Faisons maintenant un focus sur cet armistice. Non, pas tout de suite. On va rester un petit peu sur le cas de Gaulle. Il va se passer un événement assez répugnant, le 3 juillet 1940. C'est ce qu'on appelle la bataille de Mers-el-Kébir. Que va-t-il se passer? Je dis bien le 3 juillet 1940. Hein. Une partie de la flotte française va se baser donc, dans le port de Mers-el-Kébir, et à ce moment-là, les Anglais ont la pétoche, et ils ont peur, malgré le texte d'armistice, les Anglais ont peur. Ils exigent qu'on s'aborde notre flotte, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Qu'on les suive. Qu'on les suive. Qu'on les suive. Les Français disent non, parce que si on vous suit, les Allemands, là, ils vont repartir faire rien contre nous, et bon, on s'est déjà pris une dérouille. Et donc, comme les marins français refusent de les suivre, eh bien, ils vont tirer sur la française, et voilà. Et donc, 1800 marins vont mourir, sachant qu'il n'y avait aucun risque pour que les Allemands s'emparent de la flotte, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'amiral Darlan, qui est à la tête de cette flotte, avait donné des ordres de sabordage de la flotte si jamais les Allemands tentaient de se l'approprier. Et c'est ce que fera la flotte le 27 novembre 1942, nous y reviendrons. Sachant que l'amiral Darlan, le 19 juin 1940, s'était engagé auprès des amiraux anglais
déjà à s'aborder plutôt que de donner la flotte. Donc il n'y avait aucun risque, et que, je précise, Pétain avait demandé comme condition de l'armistice qu'on ne touche pas à la flotte. Et Pétain avait transmis ces conditions de l'armistice aux Anglais et même aux Américains. Donc il le savait très bien qu'on ne voulait pas livrer la flotte, il n'y avait aucun risque. Mais les Anglais vont tirer sur la flotte française et vont au passage assassiner 1300 marins. Et ils l'ont fait parce que, bon, il y a eu peut-être un climat psychologique qui les a un petit peu poussés à le faire. Ouais. Mais peut-être que si M. de Gaulle n'avait pas écrit ceci, n'avait pas dit ceci dans son appel du 2 juillet, Duquesne, Tourville, Suffren, Courbet, Guéprat auraient-ils jamais consenti à mettre à la discrétion de l'ennemi une flotte française intacte? De Gaulle nous dit qu'on a donné la flotte aux Allemands, ce qui est un pur mensonge. Hein. Il nous dit ça le 2 juillet. Hein. Le 3 juillet, le lendemain, que se passe-t-il? Massacre de Mersel-Kébir, 1300 marins assassinés. Quelle est la réaction de Gaulle à Mersel-Kébir? Selon le vice-amiral Muselier, de Gaulle est effondré. Ok. Que nous dit de Gaulle dans son prochain appel du 8 juillet? En vertu d'un engagement déshonorant, le gouvernement de Bordeaux avait consenti à livrer les navires à la discrétion de l'ennemi. Il n'y a pas le moindre doute qu'en principe et par nécessité, l'ennemi les aurait employés soit contre l'Angleterre, soit contre notre propre empire. Eh bien, je le dis sans embâge, il vaut mieux qu'ils aient été détruits. Donc il est d'accord avec la décision. Alors ça s'appelle un patriote français, je veux bien. Donc de Gaulle est en train de nous dire 1300 marins français qui se font buter, vierge de tout crime, c'est pas grave, ça vaut mieux. Bon. Nous sommes le 8 juillet. De Gaulle a quand même pris un coup sur la tête. À partir du mois d'août, certains gouverneurs coloniaux français vont se rallier à De Gaulle. Pourquoi? Le 11 août, une loi est votée qui donne au maréchal Pétain autorité pour faire une nouvelle constitution, et Pétain va instaurer ce régime transitoire, qui n'est pas un régime définitif, de Vichy. Et l'une des premières décisions de Vichy, c'est, ça c'est pas très politiquement correct, c'est d'interdire la maçonnerie, d'interdire la franc-maçonnerie. Donc Vichy est un régime anti-maçon. Bon. Pétain a mis à l'amende le Grand Orient. Or, il s'avère que beaucoup de fonctionnaires coloniaux sont francs-maçons. Et donc, beaucoup de fonctionnaires coloniaux vont rallier De Gaulle suite à cette décision de Pétain, et ça, l'amiral Lafond nous l'explique très bien dans l'histoire élémentaire de Vichy. Donc, De Gaulle va va recueillir le soutien de quelques gouverneurs coloniaux, mais ce sont des régions mineures, si vous voulez. C'est la Nouvelle-Calédonie, Djibouti, le Tchad, mais si vous voulez, il n'y a pas de ressources militaires là-bas, donc c'est très symbolique. De Gaulle, à ce moment-là, donc, a quelques soutiens, et à ce moment-là, De Gaulle, officiellement, n'a encore qu'un rôle militaire, constituer une force française pour lutter contre les Allemands. Mais, à partir de fin août, début septembre, des hommes commencent à s'approcher de Gaulle. Et des hommes vont lui tenir un discours qui va lui faire changer de mentalité. Qui sont ces hommes? Je vais en citer deux. Le colonel Passy, ancien cagoulard, donc d'extrême droite, et monsieur René Cassin, futur rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et futur prix Nobel de la paix. Ces hommes vont lui dire ceci: le régime de Vichy est inconstitutionnel. Il y a en France un intérim du pouvoir. Il y a en France un vide du pouvoir, un vide constitutionnel. Il y a une place à prendre à la fin de la guerre.